que tu connais Danny Boyle? Moi, depuis toujours, c'est un de mes réalisateurs favoris, et j'avais envie de t'expliquer pourquoi. Qui est Danny Boyle? Danny Boyle, il est né en 1956 à Radcliffe, en Angleterre. Voilà, c'est là, sur la carte. Il vient d'une famille modeste, sa mère était coiffeuse et serveuse dans des diners, et son père travaillait dans les champs. Pendant son adolescence, il va envisager de rentrer dans l'église, avant de finalement faire un demi-tour à 180 degrés et partir vers le théâtre. Après le théâtre, il sera producteur pour la BBC en Irlande du Nord, où il va d'ailleurs produire entre autres un téléfilm qui va s'appeler Elephant et qui inspirera Gus Van Sant pour son film Elephant, qui a remporté la Palme d'Or. En tant que producteur, Danny Boyle en profitera pour passer à la réalisation, justifiant que ça fera économiser un salaire vu qu'il fera les deux. Et oui, il est pragmatique Danny Boyle. Pour la BBC, il va réaliser 4 téléfilms ainsi que plusieurs épisodes de séries télé. Jusqu'à l'année 1992 où il va réaliser son premier film, Petit meurtre entre amis. De cette petite bio, qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà une relation particulière un peu de l'ordre de la désillusion avec l'église et la religion, ce qui va le conduire à beaucoup manipuler les codes et symboles de la religion. Comme par exemple dans Trainspotting, son deuxième film racontant la vie d'un groupe de junkies à Édimbourg, et où le dealer du film se fait appeler la mère supérieure. Et dans Trainspotting, l'héroïne fait quasiment office de religion pour les personnages. Autre exemple plus que probant, c'est le film Sunshine. Film où une équipe d'astronautes est envoyée dans une mission pour envoyer une bombe nucléaire dans notre soleil mourant, et où justement le soleil est traité comme un dieu. Dieu dont la croyance aliène les personnages. On peut aussi par exemple citer la première attaque d'infectés dans le film 28 jours plus tard, qui se fait dans une église et où le personnage infecté est un prêtre. Ensuite, ce qui était important à retenir, c'est que Danny Boyle vient donc d'un milieu modeste. Et de ça, il va garder déjà un intérêt fort pour les gens de la classe moyenne, voire même un peu les oubliés de la société, comme encore une fois dans Trainspotting, mais aussi dans Slumdog Millionnaire. Le film raconte l'histoire d'un jeune indien qui participe à l'émission Qui veut gagner des millions, et ce jeune indien vient à la base des bidonvilles. Et c'est grâce à ce film-là que Danny Boyle remportera l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur en 2008. Par contre, il y a autre chose à retenir aussi, c'est que pour Danny Boyle, rien n'est absolu, car il va bien sûr s'autoriser à dévier de ses profils que sont les gens de la classe moyenne ou les gens défavorisés, parce qu'il va par exemple mettre en scène le biopic sur Steve Jobs, qui est donc un multimillionnaire. Milliardaire peut-être même. Et je pense que de ces origines-là, il garde aussi un vrai recul, voire une certaine méfiance pour l'argent. Et ça se retrouve dans ses films où il va souvent utiliser l'argent comme élément déclencheur de problèmes pour les personnages. Notamment avec la fameuse trilogie Bag of Money, qui comporte Petit meurtre entre amis, Trainspotting et Millions. Dans ces 3 films, un sac d'argent vient perturber un peu l'équilibre du film et surtout révéler la petitesse des personnages. Mais ce recul sur l'argent le suit aussi sur ses tournages. Il tourne de manière très économique, il a une vraie conscience de ce que les choses coûtent. Il arrivera par exemple à faire Sunshine, un film de SF spectaculaire et vraiment magnifique visuellement, pour seulement 20 millions de livres. À savoir, c'est par exemple 10% du film Battleship de Peter Berg. Pourquoi j'ai choisi de comparer avec Battleship ? Pourquoi pas? Et c'est par exemple moins qu'un autre film d'un autre Danny, notre Danny à nous, notre Danny national, non pas Danny Boyle, mais Danny Boone, chacun son Danny. Et oui, parce que Danny Boone, par exemple, la ch'ti de famille, ça a coûté 31 millions de dollars. Et donc vous mettez à côté Sunshine à 20 millions et vous dites, ouais, quand même. Et au-delà de ça, par exemple, sa conscience plutôt saine de l'argent va le pousser à placer personnellement de l'argent sur le compte des enfants qui ont joué dans le film Slumdog Millionnaire. Le compte est bloqué jusqu'à ce que les enfants atteignent leur majorité, pour que les parents et les autres personnes influentes autour d'eux ne puissent pas les escroquer. Et en plus de ça, Danny Boyle a décidé qu'il se chargerait de leur payer leur éducation. Voilà. Donc bref, tout ça, ça me fait quand même dire que Danny Boyle a l'air d'être plutôt un mec bien. Et c'est toujours bien de parler d'un réalisateur qui a l'air d'être un mec bien. Et de ces années de théâtre, Danny Boyle en garde une relation vraiment particulière et privilégiée avec les acteurs. Il privilégie toujours leur jeu, leur déplacement, avant les plans de caméra, ce qui fait que par exemple, il ne storyboard pas nécessairement ses films. Je le cite, « Je ne suis pas un grand fan des storyboards. Personnellement, je préfère réfléchir au plan le jour même. » En 2 mots, il dit toujours préférer attendre une proposition des comédiens sur le décor avant de se mettre à choisir les axes de caméra d'une scène. Et ceci n'empêche pas la composition de plans profonds et lourds de sens pour autant. Comme celui-ci dans le film Steve Jobs, où le Macintosh se substitue à la tête de Jobs, donnant l'impression pendant quelques secondes d'un ordinateur qui parle. I'm Macintosh. Justement à un moment du film où Jobs se bat pour réussir à faire dire hello à son ordinateur. Il y a énormément de niveau de lecture d'un plan comme celui-ci, et pourtant il est venu à l'idée de Danny Boyle après que Michael Fassbender ait proposé que son personnage s'allonge dans cette séquence. Fassbender a proposé ça pour donner un nouveau rythme à la séquence, et Danny Boyle a su attraper la balle au bon et proposer une excellente idée comme celle-ci. Danny Boyle semble être un réalisateur qui a les pieds sur terre, et c'est peut-être justement ça qui va lui permettre de si bien traiter les déviances.
Dans Petit meurtre entre amis, David, l'un des colocataires, sombre donc dans une paranoïa après avoir découvert le fameux sac d'argent, et aussi découpé un cadavre. Dans Trainspotting, on suit tout simplement un groupe de déviants, à savoir des héroïnomanes. Et d'ailleurs, le personnage qui ne prend pas d'héroïne, à savoir Bixby, putain, je viens de me rendre compte que j'ai dit Bixby à chaque fois, désolé les gars, c'est Begbie, est peut-être encore plus déviant que les autres parce que lui, il est omnubilé par la violence. On va retrouver d'autres exemples dans son film La plage, avec le personnage de Duffy qui a totalement perdu la tête, allant jusqu'au suicide, et le personnage principal, Richard, joué par Leonardo DiCaprio, tombe totalement dans la folie à la fin du film. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que tous ces personnages vont vraiment vriller suite à une vision de la vie qui a quasiment un impact philosophique sur eux. Ça peut être par exemple la déification du soleil dans Sunshine, l'absurdité du modèle post-Margaret Thatcher en Angleterre pour tous les gens de Trainspotting, l'argent, pour les films que j'ai cités précédemment, qui va faire vriller les personnages, et Jobs, qui est probablement le profil le plus complexe parce qu'il a besoin d'un contrôle sur tout, et c'est ça qui en fait depuis toujours le fait vriller. Et à l'inverse, c'est le manque de contrôle et le fait de ne pas pouvoir maîtriser son destin de Aaron dans 127 heures qui lui va le faire vriller. Donc la folie est vraiment un thème qui est traité dans quasiment chacun des films de Danny Boyle. Questionnement moral. Les protagonistes des films de Danny Boyle prennent des décisions dont les choix moraux sont plus que questionnables. Boyle traite quasiment systématiquement en fait des anti-héros. Par exemple, dès l'introduction de son premier film Petit meurtre entre amis, ses protagonistes passent immédiatement pour des connards. De manière totalement gratuite, ils vont se moquer et humilier des inconnus. Et pourtant, ce sont les héros du film. Et le reste du film va continuer d'explorer ce côté ambigu moralement, à savoir qu'est-ce que vous feriez si vous découvriez chez vous un cadavre avec à côté une mallette pleine d'argent. Et évidemment, les protagonistes ne vont pas faire forcément le choix le plus moral à ce moment-là. Ils vont décider d'aller couper le cadavre, le foutre dans la forêt pour réussir à profiter de l'argent. Trainspotting est potentiellement encore plus édifiant sur ce principe-là, tant les personnages sont profondément négatifs. Au-delà du fait que l'héroïne leur fait commettre des actes irréparables, que je mentionnerai un peu plus tard, mais ceux qui connaissent bien le film, vous voyez de quoi je parle. Pour obtenir leur dose, ils vont jusqu'à voler même leurs parents. Mark Renton, le protagoniste, va voler ses parents pour pouvoir se payer de l'héroïne. Mais après ça, il va par exemple voler des DVD, et c'est pour ça qu'ils vont se faire gauler d'ailleurs. Mais même quand on parle pas de Junkie, avec le personnage de Bixby, lui il est détestable parce qu'il va jusqu'à provoquer des bagarres dans cette scène qui est édifiante, où il jette une pinte derrière lui dans un bar, qui va s'éclater sur une femme en bas, la couvrant de sang, et lui en profite pour descendre et provoquer une bagarre, montrant que ce personnage a zéro sens moral. Et encore une fois, l'argent dans la partie finale du film va pousser le protagoniste, Mark Renton, à trahir ses copains. Et c'est carrément le protagoniste lui-même qui va être à l'origine de la descente aux enfers du personnage de Tommy. En lui volant une sextape, il va provoquer une rupture dans son couple, et ce sera Mark qui lui vendra sa première dose d'héroïne. Et cette ambiguïté morale sur le personnage principal, c'est d'ailleurs ce qui a provoqué un retour critique assez négatif sur le film La plage. Richard, qui est donc interprété par Leonardo DiCaprio, qui à l'époque sort tout juste de son rôle héroïco-romantique de Titanic, va pour le coup dans ce film interpréter un personnage très petit moralement. Un personnage qui ment, qui n'assume aucun de ses actes, et c'est le fait qu'il mente et qu'il n'assume aucun de ses actes qui va provoquer l'extinction de son paradis. Et ce personnage va même aller jusqu'à tuer quelqu'un, alors certes c'est pour épargner un peu des souffrances, mais voilà, ça fait un personnage qui moralement est extrêmement discutable, et ça à l'époque, les gens ont eu du mal. Et même dans les films où cela peut paraître plus nuancé, comme Sunshine, il y a toujours une ambiguïté qui existe. On a par exemple le capitaine Canada, qui est donc le capitaine du vaisseau, qui va finir par se sacrifier quasiment volontairement, un sacrifice c'est peut-être toujours volontaire, je sais pas, pour pouvoir observer frontalement le soleil. On a le personnage de Searle, qui est donc le psychiatre, qui est donc normalement garant du fait que tout le monde soit sain mentalement, ou en tout cas le reste, et qui pour le coup va être celui qui va le plus tomber dans l'addiction d'observation du soleil. Alors il va rien commettre de négatif dans le film à cause de ça, mais on peut clairement commencer à voir un parallèle avec Pin Baker qui était tombé dans l'adoration du soleil. Donc on peut s'imaginer que s'il était resté dans le vaisseau plus longtemps, peut-être qu'il aurait fini pareil. Et même Kappa, le protagoniste du film, il est quand même responsable en fait de la décision qui va engendrer tous les problèmes du film. Donc même si c'est pas toujours des choix moraux, on voit que les personnages ont tous des failles et sont vraiment faillibles. Ils ne prennent pas nécessairement toujours les bonnes décisions, ils sont capables de tomber dans des addictions et de laisser de côté leurs devoirs pour justement satisfaire des envies profondes. C'est jamais binaire, à part peut-être dans son film qui est volontairement le plus naïf, Slumdog Millionnaire. Mais le film étant une fable, je trouve cette naïveté totalement pertinente. Donc finalement, c'est pas vraiment anodin qu'un mec comme Danny Boyle se soit retrouvé à réaliser un biopic sur Steve Jobs. C'est un personnage à la morale vraiment élastique et au fonctionnement très trouble. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître sa fille, c'est quelqu'un qui est capable de trahir ses amis, de pas leur offrir la reconnaissance qu'ils méritent, qui va rester fixé sur ses principes de manière butée, quitte à vraiment créer de la misère et de la tristesse autour de lui. Donc on est très très loin du héros louable et positif, et donc il rentre parfaitement dans cette galerie de personnages boyliens. Et tous ces personnages-là fonctionnent parce que Boyle a la capacité de ne pas vraiment les juger. Il arrive toujours à les rendre attachants, même quand leurs décisions devraient nous les rendre détestables. Mikado. Ce principe de la petite faiblesse qui vous perdra. C'est un principe qui revient aussi souvent dans les films de Danny Boyle. La cassette par exemple dans
Trainspotting qui va provoquer donc la chute de Tommy, la copie de la carte dans la plage qui va provoquer la chute de la communauté et la mort des 4 touristes, ce petit coup de pied d'énervement dans 28 jours plus tard, qui malheureusement va provoquer la contamination de Frank, la petite erreur de calcul de Trey dans Sunshine qui va foutre en l'air toute la mission. I forgot! Alright! Les films de Danny Boyle ont donc tendance à engendrer des conséquences désastreuses à partir d'actes de prime abord insignifiants. Et 127 heures est potentiellement le film qui exploite le plus ce procédé. On a par exemple ce plan avec Aaron qui n'arrive pas à atteindre son couteau suisse et qui part donc sans, et qu'il regrettera évidemment parce qu'il va devoir se couper le bras avec un couteau fabriqué en Chine de seconde zone qui ne coupe pas du tout. On aura par exemple ce plan sur le Gatorade oublié dans la voiture, ou encore le coup de fil de sa mère auquel il ne répond pas, ce qui fait qu'en fait il n'a dit à personne où il était, donc personne peut venir l'aider. Donc ce principe-là va revenir beaucoup dans 127 heures, et par contre il y a vraiment une séquence qui est ciblée là-dessus dans Trainspotting 2. C'est la séquence où Spud se retrouve un peu dans la même situation que This is la peste. Hop, on va pas aller jusque là, mais en tout cas voilà, Spud se retrouve donc à avoir perdu son travail, ses allocs, sa maison, sa femme, son fils, et tout ça bêtement à cause du changement d'heure. Et oui, il est arrivé 1 heure trop tard au boulot, il est arrivé 1 heure trop tard aux allocs, bref, juste à cause d'un petit détail, sa vie va être ruinée. Et ce procédé-là, ça provoque un peu un sentiment en fait d'impuissance face à l'univers, tout simplement. On a beau faire attention perpétuellement, le moindre petit détail peut ruiner une vie. Je sais pas ce que ça veut dire comme message fondamentalement, ça fait un peu flipper, mais c'est présent dans énormément de films de Danny Boyle. Les souvenirs. Beaucoup de films de Danny Boyle tournent autour de cette notion de souvenir. Déjà, beaucoup de ces films commencent par une voix off. My name is Richard. Une voix off du protagoniste qui narre l'histoire, donc ça inclut souvent une notion de souvenir. On a l'impression que le personnage se remémore et nous raconte l'histoire. Mais pour le coup, il y a vraiment certains de ces films qui sont basés entièrement sur le souvenir. Un film comme Slumdog Millionnaire, par exemple, c'est uniquement basé là-dessus. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va devoir se souvenir de fragments de sa vie pour pouvoir répondre à des questions. Il y a 127 heures aussi, où finalement c'est un homme qui est bloqué sous un rocher et qui n'a rien d'autre à faire que se morfondre et fatalement se souvenir de plein de trucs. Je fais une petite parenthèse, mais je trouve que 127 heures, c'est un film extraordinaire pour réussir à mettre en image le flux de pensée d'un personnage. Mais je reviendrai sur 127 heures un peu plus tard dans la vidéo, donc vous inquiétez pas. Et dans ces films récents, il y a un film aussi où le souvenir est vraiment au centre de sa narration, c'est Trans. Dans Trans, le personnage joué par James McAvoy est amnésique et va donc faire de l'hypnose pour réussir à se souvenir d'un détail important. L'enfer, c'est les autres. Dans les films de Danny Boyle, la communauté peut sembler quelque chose de positif au départ, mais va se retrouver rapidement être source d'oppression et de problèmes. Je pense notamment à Trainspotting, qui au départ raconte donc l'histoire d'une amitié, mais où dans la dernière partie du film, le personnage de Mark Crenton, qui est donc allé s'exiler à Londres, se retrouve à avoir une vie bien rangée qui commence à plutôt bien marcher, et cette vie bien rangée va être perturbée et même parasitée par ses amis venus à Londres pour le squatter. On a la plage aussi, avec cette communauté qui au départ nous semble totalement idyllique, mais face au premier gros problème rencontré, qui est donc l'attaque du requin, une espèce de jaillissement de la réalité qui vient donc un peu ramener tout le monde sur Terre, cette communauté va finalement tomber rapidement dans une forme de cauchemar, parce que elle n'est pas capable de se sacrifier pour sauver un des siens, et donc ils vont prendre une décision morale désastreuse qui est donc d'envoyer Christo, le personnage souffrant, dans la jungle pour ne plus assister à ses gémissements et à ne plus avoir en face d'eux ce côté horrible, et à partir de là, la communauté s'effondre parce que fatalement, elle n'est pas capable de faire face au problème. Et d'une certaine manière, Jobs est aussi un film qui va un peu traiter de ça, parce que le film commence sur un personnage qui va lancer un produit et donc qui va être un peu soutenu par la communauté, et en fait, on se rend compte que la communauté ne va pas réussir à le comprendre, et Jobs va passer l'intégralité du film à se démener pour réussir en fait à faire comprendre sa vision au monde. Il doit perpétuellement se justifier d'être le génie qu'il est. Et pour le coup, quoi de plus parlant pour explorer cette thématique que le film de zombies. Là, pour le coup, dans le film de zombies, les autres sont littéralement l'enfer, quoi. Surtout que 127 heures a apporté quelque chose d'un peu neuf, cette espèce de temps de contamination immédiat, et ça fragilise toute solidarité. Parce que t'as beau essayer de faire confiance à la personne qui est à côté de toi, en 5 secondes, elle peut se transformer en zombie. Éclectisme. Il est quasiment impossible d'affilier un genre de film à Danny Boyle. En 13 films, Danny Boyle a proposé un film horrifique sur un apocalypse zombie, un film de braquage, un film d'aventure nihiliste, un biopic, 2 fables humanistes, un film de SF crépusculaire, 2 films générationnels avec les Trainspotting, un film musical solaire que j'ai pas encore vu qui est Yesterday, une comédie romantique burlesque, un thriller domestique et un film catastrophe intimiste. Et au milieu de ça, il y a donc la trilogie qui tourne autour de l'argent. Donc ce qui est génial, c'est que chaque nouveau film de Boyle est surprenant. Il a fait qu'une seule suite, T2, non, pas celui-là, Trainspotting 2, et qui pour le coup est pour moi, sur le principe de suite, une des meilleures suites de tous les temps. C'est un film qui se permet en permanence de commenter ce principe de suite. Ça va parler de la désillusion, mais surtout de la nostalgie et de son impact négatif sur le présent. Ça parle du fait de vivre en regardant dans le rétroviseur, et ça en fait pas un portrait extrêmement glorieux, ce principe-là. Et pour le coup, si Hollywood pouvait un peu réfléchir là-dessus et regarder Trainspotting 2 et Gamberger, ce serait pas mal.
Donc Boyle est éclectique. Et j'ose le dire, pour moi il a cette qualité qu'avait Stanley Kubrick, qui est de venir poser un film dans un genre, de dire quasiment tout ce qu'il a à dire sur le genre, et ensuite d'aller explorer autre chose. Alors la question c'est pas qu'il le fasse plus ou moins bien que Kubrick, c'est grotesque, c'est juste que je trouve qu'il a un processus assez similaire. Et j'ai hâte que Danny Boyle nous fasse un film de guerre, parce que pour le coup, ça aurait de la gueule. Et d'ailleurs, en parlant de Kubrick, Orange Mécanique est probablement une des plus grosses influences sur le cinéma de Danny Boyle. Il a vu le film quand il était enfant, et c'est un film qui l'a extrêmement marqué. Et pour le coup, au vu du nombre de scènes de violence, de souffrance et de torture qui sont assez récurrentes dans le cinéma de Danny Boyle, l'inspiration de Orange Mécanique saute rapidement aux yeux. Et son hommage le plus appuyé à Orange Mécanique, c'est probablement dans 28 jours plus tard, avec cette séquence au début du film où on retrouve un chimpanzé dans la même situation que le personnage principal d'Orange Mécanique, où on le force à regarder des images de violence. Si c'est pas une référence directe à Orange Mécanique, je sais pas ce que c'est, moi. Sinon, pour parler rapidement de ses inspirations, son film préféré, c'est Apocalypse Now. Et il va lui rendre hommage dans La Plage. Alors, c'est pas l'hommage le plus subtil de l'histoire. Parce que ouais, il va faire un film sur un mec qui va dans une jungle et qui va s'enfoncer doucement dans la folie. Enfin, vous l'avez la référence à Apocalypse Now? Non, vous l'avez pas encore? Mais si, en plus ça se passe en Asie du Sud-Est, vous l'avez toujours pas la référence à Apocalypse Now? Bon je vous mets le film au début du film, comme ça au moins vous l'avez, voilà. Donc il y a carrément des personnages qui regardent Apocalypse Now au début de La Plage pour être sûr qu'on est un peu dans la référence totale, quoi. Donc subtilité pas grande, mais bon, le mec avait envie de se faire kiffer. Ah, il y en a eu des films qui auront été inspirés par Heart of Darkness, hein, Au cœur des ténèbres. Hein. Oh là là, ça a inspiré du film. Et ce qui est beau, c'est que Danny Boyle, en plus d'être éclectique dans les genres de films qu'il fait, il fait aussi plein d'autres trucs que des films. Donc il a fait du théâtre, il a fait de multiples séries télé, et il a même été directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, pour laquelle il avait réalisé un petit segment avec Daniel Craig en James Bond. Et c'était cocasse parce qu'il devait être réalisateur de James Bond numéro 25, et finalement c'est pas lui, c'est Fukunaga, le réalisateur de True Detective. Ah, celui-là, ça va être un film qu'on va regretter longtemps, je pense. Le James Bond de Danny Boyle, ça faisait envie quand même. Parce que Danny Boyle, je l'ai pas précisé, mais c'est un réalisateur qui est intrinsèquement britannique et qui a réussi à toujours mettre en avant la culture britannique. Au départ, c'est des films qui se passent en Écosse, Trainspotting et Petit meurtre entre amis sont des films qui se passent en Écosse, donc d'ailleurs beaucoup de gens qui pensent qu'il est écossais, mais par la suite, il va faire d'autres films qui vont donc se dérouler en Grande-Bretagne et on le sent toujours impliqué dans la culture britannique, et je pense que finalement son film, je l'ai pas vu, mais qui va le plus mettre en avant la culture britannique, c'est sûrement Yesterday, qui est en salle au moment de cette vidéo. Parce que ça parle des Beatles, monument de la culture britannique, hein, vous m'avez compris. Maintenant, on va rentrer un peu dans la forme, et ça c'est la partie que j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui fait un film de Danny Boyle visuellement parlant? Enfin, pas que visuellement, parce qu'on va parler du son aussi. Formaliste. Danny Boyle est un vrai créateur de forme. Et la richesse de son utilisation de la grammaire cinématographique est totalement affolante. Sa palette visuelle est extrêmement riche, son utilisation de la caméra est totalement dingue, et plutôt que d'enchaîner des mots avec des adjectifs, je vais vous proposer un petit montage qui va vous montrer un peu la palette visuelle de Danny Boyle.
c'est pas juste des champs contre champs à la con. Hein. Le style de Danny Boyle, il est appelé par un nom que je trouve assez intéressant dans le livre Lost for Life de Mark Browning. Je vous recommande pas des masses, c'est pas un super bouquin sur Danny Boyle, mais il y a quand même des bonnes choses à prendre. Et bah ce style est appelé le réalisme augmenté. Rien à voir avec la réalité augmentée, hein, le truc avec lequel tu joues à Pokémon Go, rien à voir. Le réalisme augmenté, ça consiste à raconter des histoires qui se passent dans un cadre réaliste, donc dans notre espèce de quotidien, hein. C'est-à-dire que même quand il va faire Sunshine, il part d'un point de vue très pragmatique, un point de vue très réaliste, mais dans une forme qui par moments va exacerber le réel. En fait, c'est un style qui va jamais vraiment se fixer, et qui va toujours chercher l'expérimentation pour faire coller le fond avec la forme, ou la forme avec le fond. Peut-être mieux dans ce sens-là. Et le premier exemple assez marquant que j'ai pour vous illustrer ça, c'est dans son premier film, Petit meurtre entre amis. Avec cette séquence où le personnage de David est en train de découper et d'enterrer un cadavre, et où il est filmé de manière totalement silhouette avec un espèce de fond rouge. Ce plan est là pour exprimer la transformation de David en diable. Et ça rentre vraiment dans la volonté de raconter les choses de manière viscérale. De nous les faire ressentir, de nous les faire vivre, plutôt que de nous les dire. Trainspotting 2 est probablement son film le plus expérimental, et ça va être impossible d'énumérer toutes les idées qui jalonnent le film parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un plan qui m'a particulièrement marqué, c'est celui-là. Ce plan, je le trouve magnifique. Comment réussir à représenter le deuil, à représenter l'absence de quelqu'un en une image. On a ce plan qui donc fait un rappel au premier Trainspotting, sauf que la mère n'est plus là, mais une des ombres projetées par un des personnages donne l'impression que son ombre est présente. Ce qui veut littéralement dire que l'ombre de la mère plane sur la maison, quoi. Enfin, je trouve ça... j'adore cette image. Et donc là, le mec n'a rien besoin de dire, mais en un plan, l'intention est limpide. Après, là où Boyle va déborder aussi d'inventivité, c'est dans les séquences oniriques. On a donc Trainspotting où là, il va se donner à cœur joie pour réussir à mettre en image des effets de la drogue. On a cette séquence où la dimension d'une pièce va changer pendant le sevrage, donc le personnage est en plein bad trip, et donc fatalement, la pièce paraît changer de taille, enfin il y a ce côté vraiment dérangeant qui est mis en place par la mise en scène de Boyle. Dans ce bad trip, on a aussi ce plan avec Bixby qui est sous la couette, il y a un côté claustro, et en plus le personnage apparaît et disparaît, voilà, c'est une espèce d'apparition fantasmagorique, où on a la fameuse séquence dans les pires toilettes d'Écosse, là, les toilettes les plus dégueulasses du monde, où Mark Renton s'enfonce littéralement dans les toilettes pour y récupérer des suppositoires d'opium, et où il va se retrouver au fond d'un océan lumineux et clair. Bon symbolisme du fait de prendre de la drogue. Et donc toutes ces séquences, elles sont vraiment là pour être viscérales, pour nous prendre aux tripes, pour nous véhiculer des sensations pures. On a la plage aussi par exemple, avec cette fameuse séquence jeu vidéo qui a certes perturbé beaucoup de monde, mais qui pour le coup vient encore une fois épouser parfaitement la psyché du personnage. À ce moment-là, le personnage a l'impression d'être dans un jeu, et donc qui se retrouve au milieu d'un jeu vidéo. Visuellement, ça raconte encore une fois quelque chose du fond. Dans ce segment de la plage où le personnage de Richard est en train de partir totalement en vrille, il y a aussi plusieurs visions assez fantasmagoriques du personnage de Daffy. Donc il y a des séquences où ils discutent ensemble, et il y a même une séquence où ils vont être quasiment à faire la guerre, et donc là, voilà, on est vraiment dans le pur fantasme, quoi. Donc les apparitions, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent dans le film de Danny Boyle. Il y a Million, il y a beaucoup d'apparitions, notamment des symboles religieux, encore une fois. Par exemple, une bonne sœur qui fume des pétards. Et il y a aussi une autre divinité qui va revenir dans un autre de ses films, c'est la divinité Rama, qui est une divinité indienne, dans le film Slumdog Millionnaire. Et encore une fois, la religion un peu mis à mal, parce que cette divinité, elle fait partie du culte qui vient de tuer sa mère. Autre apparition, il y a par exemple dans 127 heures, où le personnage de Aaron se retrouve à parler avec lui-même, mais enfant, donc il parle à un enfant qui est assis sur un canapé, alors que lui est bloqué derrière un rocher. Il y a encore un dialogue qui va s'installer avec une forme de passé et de futur, mais vous allez voir, j'en parlerai un peu plus tard. Et pour le coup, il y a un traitement qui a désarçonné encore une fois beaucoup de monde, c'est celui du soleil dans Sunshine. Dans Sunshine, il traite l'astre comme une divinité. Une divinité dont la luminescence est source de fanatisme. Et je trouve que par la mise en scène, il arrive parfaitement à transmettre ce mysticisme. Les plans des personnages qui observent le soleil dans Sunshine, pour moi, sont des plans qui me fascinent. Le fait de jamais filmer frontalement ce que les personnages voient, d'avoir une espèce d'image qui se dédouble, ça donne un peu l'effet que même la caméra n'arrive pas à rester stoïque face à ça, quoi. Que c'est tellement divin, tellement puissant, que même la caméra n'arrive pas à le capturer. Et le sound design accompagne ça de manière magistrale. Avec pour le coup des sons qui, encore une fois, me donnent l'impression d'une intervention divine, quoi. Et dans la continuité de ça, je trouve extraordinaire le traitement qu'il va faire donc du croque-mitaine, le capitaine Pinbaker. Donc un fanatique qui a totalement converti sa vie au soleil, et qui est donc la continuité directe de la manière dont on filmait le soleil. C'est-à-dire que l'homme va perturber la caméra, il est insaisissable en fait, l'image n'arrive pas à le capturer. C'est comme s'il était en train d'irradier quelque chose, il irradie la force du soleil, mais vraiment, enfin ça se sent dans le film. Ce qui est logique parce que le mec a passé 7 ans à vénérer le soleil et donc à se charger en radiation, j'imagine. Et pour le coup, c'est vraiment un parti pris radical, qui tranche totalement avec le reste du film, qui est plutôt réaliste et plutôt froid. Et j'aime beaucoup ce genre de parti pris. On n'est jamais par exemple dans le point de vue de Kappa qui arrive à bien voir ce personnage, jamais. Donc c'est frustrant,
mais c'est tellement lourd de sens. Parce que voilà, ça accentue totalement le symbolisme divin que le soleil représente, et d'avoir traité le personnage qui est un peu l'équivalent de son envoyé, de son ange, de la même manière que le soleil, je trouve ça génial. Et je reviens sur le son parce que ce rapport assez particulier entre son et image et ce côté viscéral, et Danny Boyle va le réutiliser dans 127 heures. Avec ce moment fatidique où Aaron se coupe le bras et tombe sur le nerf. Et donc il touche ce câble qui est dans son bras, et là il y a ce son qui débarque à plusieurs reprises, et c'est glaçant. Honnêtement, j'avais rarement ressenti une telle douleur en regardant un film. Pour moi, c'est vraiment une des séquences les plus viscérales de son cinéma. Sinon, Boyle, il aime beaucoup aussi expérimenter sur les formats. Et donc par exemple, le plus marquant, c'est 28 jours plus tard qu'il a tourné en mini-DV. On est en 2003, et à l'époque, on n'a pas encore les caméras numériques qu'on a à l'heure actuelle. À l'époque, le numérique, c'est un peu un format d'amateur, et donc il a tourné en mini-DV, qui est ces petites cassettes numériques que tout le monde avait si vous aviez un caméscope. Et il a même tourné avec une Canon XL1. Et la Canon XL1, ça a été ma première caméra perso. Regardez-moi la critique masquée jeune avec sa caméra sur l'épaule. Donc c'est dire que si moi j'en avais une, c'est clairement pas une caméra professionnelle. Mais le faible coût de cette caméra lui a permis d'en avoir plusieurs, et ce malgré le petit budget du film. Et au-delà de ça, ce sont des caméras aussi très faciles à manipuler parce que c'est semi-professionnel, donc c'est un peu automatisé, quoi. Et c'est uniquement parce qu'il a pris ces caméras-là et qu'il a fait ce choix-là qu'il a pu obtenir ces scènes. Dans un interview qu'il a donné à la revue The American Cinematographer, le chef-op déclare qu'il regrette de ne pas avoir pu tourner avec une caméra pellicule 35 mm, qui était donc la norme à l'époque pour tourner un film et avoir des images magnifiques. Et donc il regrette parce que ces plans-là, avec du 35 mm, ça aurait été magnifique, c'est sûr. Mais il est conscient qu'il n'aurait jamais pu obtenir tous ces plans de Londres vides à temps s'il avait tourné en pellicule, plutôt qu'avec le dispositif que Boyle a choisi. Et pour le coup, au-delà du gain d'efficacité de ce dispositif de tourner avec des caméras semi-professionnelles, ce choix a surtout une valeur esthétique forte. C'est un choix un peu crade, presque anarchique en fait, et ça fait que l'image colle totalement avec le ton et le fond du film. Et Boyle va continuer son expérimentation de différents formats avec par exemple Slumdog Millionnaire, où là il a utilisé une mini caméra qui à l'époque était quasiment expérimentale, qui s'appelle le SI2K. Et le principe du SI2K en fait, c'est que c'est une caméra où il y a juste l'objectif et le corps caméra, donc tout l'ordinateur, est dans un sac à dos. Donc c'est quasiment invisible en fait, t'as pas l'impression d'être avec une énorme caméra. Et ça a permis à Boyle et son équipe de tourner des scènes dans les bidonvilles avec de la foule, en passant inaperçu. Ça donne l'impression de faire partie de ce monde-là, d'être immergé dans l'univers instantanément. Il y a d'ailleurs même des plans où il y a des mecs qui regardent la caméra comme ce flic là qui repère qu'on filme. Boyle aime particulièrement présenter les lieux et les villes où il tourne. Et ça, dès le début de sa carrière, on a beaucoup de plans sur la ville dans son premier film, et dans Trainspotting avec la séquence où Mark va à Londres, où là on enchaîne plein de plans de la ville de Londres pour vraiment nous faire comprendre qu'on est à Londres. Alors évidemment, les plans les plus iconiques de ville qu'il va filmer, c'est dans 28 jours plus tard, avec Londres totalement vide. C'est des images marquantes, hein, ça c'est sûr que ça te reste en tête. Dans cette volonté un peu de situer géographiquement les personnages, il va utiliser 2 fois quasiment le même plan. À chaque fois on est sur un plan au-dessus des ou du protagoniste, assez proche, et le plan va s'éloigner comme un espèce de travelling aérien pour finir sur une vision d'ensemble du lieu, montrant l'isolation du lieu où se déroule l'action. Dans Steve Jobs, il a aussi beaucoup expérimenté sur les formats, de manière certes moins tape à l'œil, parce que c'est un peu plus compliqué de s'en rendre compte, mais ça participe aussi au fond du film. Steve Jobs, si vous ne l'avez pas vu, c'est un biopic sur Steve Jobs qui se concentre uniquement sur 3 moments précis de sa vie. On est avant le lancement d'un produit, dans les coursives du lieu où il va faire son lancement, et il a utilisé un format différent pour chaque segment. Le premier segment, qui est donc le premier segment chronologiquement parlant, il a utilisé du 16 mm, qui est une image qui est un peu sale, mais qui est pleine d'énergie, et il considère que ça symbolise un peu l'état d'esprit de Jobs à ce moment-là. Pour la deuxième partie, il va utiliser le 35 mm, qui est donc le format un peu de prestige. Alors là, c'est plus pour coller au décor, on est vraiment dans un opéra, on est dans un acte qui est plus de l'ordre de la tragédie, il y a quelque chose d'assez épique dans cet acte-là, et c'est pour ça qu'il a choisi le 35 mm. Et la dernière partie du film a été tournée avec une Alexa, qui est donc une caméra numérique ultra moderne, qui permet d'avoir une définition assez dingue, de tout voir, et c'est un peu le passage à l'ère numérique, comme dans le film où on passe vraiment à l'ère actuelle, à l'ère d'Internet, avec la présentation du premier iMac. Encore une fois, il y a vraiment une recherche de faire en sorte que le format choisi va raconter quand même quelque chose. Dans 127 heures, il va par exemple aussi incruster des plans qui sont tournés avec un caméscope. Alors c'est marrant parce que le film est supposé se passer en 2003, et donc fatalement ce caméscope, en fait, c'est le même format mini-DV avec lequel Boyle a tourné en 2003, 28 jours plus tard. Et d'avoir ce caméscope dont il va exploiter les images et le format, ça lui permet de faire un autre gimmick qui va revenir souvent, de filmer des écrans. Et oui, Danny Boyle, il filme beaucoup à travers des écrans. Alors c'est une manière de rendre un cadre assez riche, parce qu'on peut avoir un premier cadre, passer un écran et donc découvrir un deuxième cadre, mais aussi ça apporte la notion de voyeurisme. Et ça, c'est une notion qui est très importante dans le cinéma, la notion de voyeurisme, parce que tout spectateur, quand il regarde un film, est un peu un voyeur.
et ce sera d'ailleurs traité frontalement dans son premier film Petit meurtre entre amis, où le personnage de David fait des trous au plafond pour pouvoir observer ses colocataires, tel un voyeur. Boyle utilise aussi beaucoup les textes à l'image, que ce soit intra ou extra-diégétique. Allez voir dans le dictionnaire si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Dans son premier film, il va faire une inscription intradiégétique pour nous présenter le nom des protagonistes. Dans Trainspotting, il va aussi faire ça pour nous présenter le nom du dealer, la mère supérieure, c'est écrit sur le mur. Mais par contre, dans Trainspotting, il va utiliser des textes extra-diégétiques pour nous introduire aux personnages principaux. Un autre ajout extra-diégétique que j'aime beaucoup, c'est au moment de la scène des toilettes. Le moment où la porte se ferme, les phrases « le pire »,« toilette » qui est déjà écrit et « d'Écosse » vont apparaître, nous donnant une espèce d'appréhension de ce qui va arriver. Et en effet, ce qui arrive après est dégueulasse. Dans Trainspotting, il va aussi utiliser des sous-titres pour la scène de boîte de nuit, qui est un procédé que j'aime bien parce que ça permet de donner une espèce de crédibilité au volume sonore des conversations entre les personnages dans une boîte de nuit. Parce que dans les films, souvent, les personnages ont tendance à parler normalement dans une boîte de nuit où toi, en vrai, t'es obligé de gueuler. Et là, pour le coup, ça apporte une forme de crédibilité. Et il y a des sous-titres pour qu'on comprenne quand même ce qui se dit. Dans les textes intradiégétiques, il y a par exemple toute l'imagerie du jeu qui veut gagner des millions dans le film Slumdog Millionnaire. J'aime bien l'utilisation qui fait des chiffres dans par exemple Trainspotting 2 pour nous montrer à quel étage habite Spud et la progression de l'ascenseur dans lequel se retrouve Mark. C'est une petite idée comme ça que je trouve intéressante plutôt que de nous faire un plan sur un mec qui regarde un compteur d'ascenseur. On prend de l'air, on voit le bâtiment et on a exactement l'effet de l'ascenseur qui monte quand même. Dans Steve Jobs, il va utiliser le texte pour nous raconter ce qui s'est passé entre deux segments. Donc il va utiliser des articles de journaux, des images de télé, il y a beaucoup de textes qui viennent vraiment mettre en image ce qui est plus ou moins dit aussi par des voix off, mais réussir à visuellement nous procurer des informations. Et à un autre moment, il va utiliser du texte à l'image qui est assez sympa, c'est à un moment où Steve Jobs hésite entre deux citations de Bob Dylan, et où l'on voit les deux citations s'inscrire sur les murs et sur le sol comme une espèce de représentation de l'esprit de Jobs qui est en train de les visualiser. Un dérivé de ça qui est pas vraiment du texte, c'est dans Sunshine où on a les membres de l'Icarus 1 qui apparaissent de manière subliminale, nous donnant l'impression qu'ils hantent les lieux. Maintenant, on va donc se pencher sur la représentation visuelle des souvenirs. J'adore sa manière de retranscrire les souvenirs dans 127 heures. Il en fait une espèce de juxtaposition entre une vision subjective et des plans sur des détails. On a l'impression que le personnage principal est là, et à la fois on est conscient qu'il n'est pas là. C'est assez particulier, mais ça crée vraiment cette espèce de petit moment qui est entre un rêve et la réalité. Et pour moi, c'est parfaitement ça, un souvenir. C'est vraiment ce point où on reconstitue une réalité, on s'inclut pas toujours dedans, et c'est assez décousu, et les séquences de 127 heures sont parfaites. Et ce qui est intéressant, c'est que cette séquence de 127 heures, c'est l'aboutissement d'un procédé qu'il avait exploré dans 28 jours plus tard. On a le personnage de Jim qui se remémore une scène dans la cuisine avec ses parents, et pour le coup, là, l'image adopte un filtre un peu vieux, comme s'il regardait un film de famille. Et encore une fois, on n'est pas vraiment dans un subjectif parce que le personnage est en amorce, mais on est clairement dans son point de vue. Et comme dans 127 heures, quand on a un contre-champ sur le personnage, par contre, on revient dans la temporalité du présent. Le personnage se remémorant ses souvenirs a donc des répliques, mais au moment de ces répliques-là, on fait un champ sur lui, et donc il est dans le présent. Et en fait, Boyle, avec ce processus-là, il fait un champ contre champ, avec deux temporalités et deux degrés de réalité. Le souvenir, c'est aussi un des sujets principaux de Trainspotting 2. C'est traité de manière extrêmement riche, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est par exemple le personnage de Spud, qui se met à écrire ses mémoires, ce qui finira par donner un livre, et en fait ce livre, c'est le livre dont le film Trainspotting est adapté. Pour le coup, Trainspotting 2, c'est un film qui est extrêmement méta, et qui passe son temps à dialoguer avec Trainspotting 1. Mais dans ce film, il y a une séquence de souvenirs que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle où le personnage de Bixby lit un des extraits écrits par Spud, et cet extrait raconte le fait qu'un jour ils sont allés dans une vieille usine, et que Bixby s'est retrouvé en face d'un vieil ivrogne qui s'avérait être son père. Et là, pour le coup, le souvenir est projeté sur le mur en face de Bixby, mais un souvenir où lui il se voit. Donc c'est intéressant, c'est encore une autre manière de représenter le souvenir. Danny Boyle a aussi le courage de ne pas hésiter à proposer des images qui bousculent. Donc là, attention, les images qui suivent sont vraiment choquantes. Donc si vous voulez pas vous infliger ça, il y a le timecode, ça passera directement à la petite partie d'après. Donc au début de sa carrière, ça a commencé avec les scènes de torture au début de Petit meurtre entre amis. Donc ça reste assez soft visuellement, mais bon, ça commence un peu à être crade. Et la mort de David à la fin, où il se fait transpercer la gorge, bon, c'est quelque chose qui, certes, on a vu bien plus gore ailleurs, mais bon, c'est un prémisse de ce qui va un peu exploiter. Après, il y a les toilettes dans Trainspotting, qui sont vraiment les toilettes les plus dégueulasses qui ont jamais été filmées au cinéma, je crois. Bon, c'est écœurant, mais ça passe. Mais pour le coup, la vraie scène qui a dû marquer tout le monde et qui est vraiment choquante, c'est évidemment le bébé mort dans Trainspotting. Ce bébé mort, c'est de ça dont je parlais au début de vidéo, sur le fait que les personnages faisaient par moments des actes détestables, donc d'oublier de s'occuper d'un bébé. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une image qu'on voit pas souvent dans le cinéma, et qui est vraiment glaçante. Après, il y a par exemple avec le film La Plage, où on a les mutilés suite à l'attaque du requin, qui est aussi assez choquant visuellement. Le couple de parents suicidés dans 28 jours plus tard, qui est quelque chose aussi qui prend aux tripes. Et d'ailleurs, il nous remettra un nouveau bébé mort dans 28 jours plus tard.
Je sais pas à partir de combien on considère que c'est un gimmick, mais bon. Il n'a pas encore le gimmick de mettre des bébés morts, mais c'est pas loin. Il y a un suicide dans Sunshine qui est certes sobre visuellement, mais qui, pareil, prend au trip parce que c'est très réaliste. Alors certes, c'est pas gore, mais dans Sunshine, je trouve ça très marquant aussi. Les gens qui se sont sacrifiés face au soleil, qui donnent un espèce de côté Pompéi, ça marque. Pour moi, c'est des images, bon là, on n'est pas dans la chose qui est choquant, mais c'est des images qui marquent quand même. Et j'en parlais au début, dans les scènes choquantes, il y a toute l'amputation du bras dans 127 heures, qui est pour moi quasi irregardable. J'ai beaucoup de mal à tenir cette séquence. Ce que je trouve intéressant avec tout ça, c'est qu'il y a vraiment une apparition soudaine du gore dans un cadre réaliste. Et c'est le fait que ça arrive de manière fulgurante, qu'on s'y attende pas, et que ce soit des images très choquantes, fait que c'est extrêmement marquant. Et ça me marque plus que des choses qui seraient peut-être plus gore, mais qui arriveraient de manière peut-être plus préparée. Là, c'est tellement soudain à chaque fois que ça me cueille. On va parler d'un autre aspect qui est aussi important dans les films de Danny Boyle, le montage. Au cinéma, il y a un contrat tacite avec le spectateur qui stipule qu'il va s'asseoir, donner 2 heures et regarder un monde où le temps va être étiré, compressé, arrêté, redémarré, fracturé. Cela permet de regarder en avant, en arrière, etc. Cette citation donne plutôt une bonne idée de l'esprit de montage des films de Danny Boyle. Tout est permis. La linéarité n'a pas lieu d'être, et la continuité non plus. On fait ce qu'on veut, la temporalité, c'est Boyle qui la maîtrise. Depuis ses débuts, il s'autorise beaucoup d'effets de montage, comme par exemple le freeze frame, qui va d'ailleurs intervenir énormément dans le film Trainspotting 2, comme pour appuyer un moment ou pour créer cette sensation de bug. Un autre procédé qui va revenir de temps en temps, c'est le montage parallèle, donc il va utiliser ça par exemple dans Trainspotting avec les scènes de sexe, où on alterne d'un protagoniste à l'autre alors qu'ils vont tous être sur le point de faire l'amour. Et il y a toute la fin de Slumdog Millionnaire qui est construit autour de ce procédé-là de montage alternatif. On est avec Jamal Malik d'un côté, Latika de l'autre, Salim le frère, voilà, on alterne entre ces différents personnages vers un espèce de crescendo, une montée en puissance jusqu'à un apothéose final. J'ai l'impression que l'idée qu'on se fait du montage des films de Danny Boyle, c'est un rythme effréné. Et cette idée, elle est sûrement issue de Trainspotting, qui pour le coup est un film qui démarre sur les chapeaux de roue. Et ça a sûrement marqué les esprits parce que son style et son rythme est en effet assez ostentatoire. Mais c'est pas systématique. Je pense par exemple que Steve Jobs est son film le plus abouti et le mieux maîtrisé. Et pour le coup, c'est pas un film qui a un montage frénétique. Alors je pense ça déjà parce que le scénario d'Aaron Sorkin est extraordinaire, mais aussi parce que Danny Boyle a parfaitement réussi à adapter son style pour le retranscrire. Le film se concentrant donc sur 3 temporalités quasiment en temps réel à chaque fois, il a une narration vraiment atypique. Et réussir à rendre compte d'un temps réel sur 3 périodes différentes sans jamais avoir de perte de rythme, c'est extrêmement délicat. Et en plus de ça, réussir à mettre en image du Aaron Sorkin, qui est donc une écriture très bavarde, c'est jamais facile, et il a réussi à trouver une vraie alchimie entre le fameux walk and talk, les personnages qui vont marcher et parler, et les scènes, des joutes verbales dans des lieux clos. Steve Jobs, c'est vraiment un film que je trouve extraordinaire, magnifiquement écrit, et pour le coup, Danny Boyle, il arrive à s'effacer parfaitement pour réussir à magnifier le travail de Sorkin. Et c'est à ça qu'on voit un bon réalisateur, vraiment. C'est un mec qui va réussir à se mettre derrière son film pour que le film en devienne meilleur. Et pour le coup, je dois aussi dire bravo au monteur, Elliot Graham, qui a réussi à faire un truc extraordinaire, notamment dans l'utilisation des plans que Boyle a tourné un peu sans savoir ce qu'il allait en faire, à tous ces plans de foule par exemple. Ce sont des plans, il n'avait pas du tout prévu ce qu'il allait en faire, et Elliot Graham a réussi à les caser parfaitement pour créer des respirations et faire respirer le rythme du film. Et voilà, c'est un film que j'aime de tout mon être. En termes de montage, Boyle va aussi utiliser d'autres expérimentations, par exemple le split screen dans 127 heures, et le timelapse dans Million, où il y a un timelapse de création d'une maison, mais aussi dans Trance, où le dernier plan du film est un timelapse inversé sur la création d'un tableau. Soundtrack. Et ouais, je vais parler de musique. Je suis pas sûr que ce soit vraiment sérieux, parce que, comme vous le savez peut-être, je suis une quiche en musique, mais c'est important d'en parler un tout petit peu. Alors je vais pas parler des compositions originales qui sont faites pour les films de Danny Boyle, parce que je suis une quiche, mais je vais parler des chansons que Danny Boyle utilise dans ses films. Parce que l'intro de Trainspotting ne serait pas ce qu'elle est sans Lust for Life d'Iggy Pop. Cette chanson démarre le film de manière tonitruante, et en plus ça fait un lien avec le personnage de Tommy, qui dans le film est allé à un concert d'Iggy Pop. La musique chez Boyle, ça joue un rôle de marqueur culturel, de référence pop, c'est là pour créer un mood, représenter un état d'esprit, représenter une époque. Trainspotting est probablement son film avec la soundtrack la plus marquante. Et en soi, je trouve qu'il préfigure presque ce que le cinéma va devenir quelques années plus tard avec la recrudescence des films qui ne sont pas des comédies musicales mais qui sont des films musicaux, comme Les Gardiens de la Galaxie ou Baby Driver. Car Boyle joue beaucoup sur le principe de musique intradiégétique. Que ce soit dans les séquences de boîte de nuit, ou celle où le personnage d'Aaron écoute son MP3, ou la radio d'une voiture qui blaste du Plastic Bertrand, du Bob Marley qui est chanté aux funérailles de Christo dans la plage, ou la radio du pub dans Trainspotting 2 qui est en train de diffuser
au moment où Bixby est en train de pourchasser Renton pour le planter, on sent que la musique fait partie du monde qu'essaie de créer Danny Boyle. Et il y a toujours aussi une petite signification cachée dans les paroles des chansons utilisées. Et d'ailleurs c'est marrant parce que la dernière partie dans Trainspotting 2, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent dans les films de Danny Boyle. Il a tendance à finir ses films un peu de la même manière à chaque fois. En fait, il a tendance à la fin à tomber dans un slasher. Et c'est marrant parce que à la base, rien ne laisse supposer que ces films-là vont terminer en slasher. Et pourtant, Petit meurtre entre amis, ça finit un peu en jeu de massacre entre les différents colocataires, donc ça ressemble un peu à un slasher. Dans La plage aussi, on a le personnage de Richard qui est planqué dans la jungle, qui se fait pourchasser par les mecs qui ont les Kalachnikov. Enfin, il y a aussi un peu cet esprit slasher. Dans 28 jours plus tard, c'est certes un peu plus attendu, mais ça finit aussi en slasher dans cette espèce de manoir à la fin. Et les deux qui m'ont vraiment surpris, c'est à la fin de Sunshine, où là, pour le coup, le personnage de Pin Baker se met à devenir le croque-mitaine d'un slasher, pur et dur. Et Bixby putain. Voilà, je vais me recevoir des trucs dans les commentaires, c'est évident. Et donc Bixby dans Trainspotting 2 qui se met aussi à devenir le croque-mitaine et on tombe dans le slasher à la fin du film. Alors ce gimmick-là, j'y vois personnellement une espèce d'aboutissement de l'enfer en fait. C'est pas le symbolisme de devoir vaincre ses peurs, c'est plutôt de réussir à affronter ce qu'on a fait de mal. Représenté en un personnage, et pour moi, Danny Boyle, il évoque ça quand il finit ses films avec les croque-mitaines. Et écoutez, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Danny Boyle. Vous avez vu, c'était hyper concis, rapide et minime. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, il y a Yesterday, son dernier film, qui sort. Et en allant le voir, on va peut-être trouver plein de correspondances avec ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, sur son style, sur sa forme, sur son fond. On va voir si je me suis planté ou pas. Si vous voulez m'entendre encore plus parler de Danny Boyle, c'est possible. Il y a un super podcast auquel j'ai participé qui s'appelle Final Cut. Le lien sera dans la description. C'est un super concept, c'est Marvin qui s'entretient pendant 1 heure avec un cinéphile qui vient présenter un réalisateur. Et moi, évidemment, je participe en parlant de Danny Boyle. Et donc voilà, ce sera un parfait complément à cette vidéo. Vous aurez mes goûts personnels sur les films de Danny Boyle dans, évidemment, Final Cut dans la description. Et avant de vous quitter, je fais aussi un petit placement de produit. Alors c'est pas vraiment un placement de produit, c'est plutôt une collaboration que j'ai avec le site Geekabrac qui m'a envoyé ce magnifique t-shirt Game of Thrones que je devais utiliser pour le sketch que j'ai fait avec David, mais on l'a pas reçu à temps. Ah, c'est pas grave, j'ai un super t-shirt Game of Thrones que j'ai mis dans les débats du CCU. Si vous voyez les débats du CCU, c'est ce t-shirt là que je porte. Et vous pouvez trouver des t-shirts similaires comme celui-là et plein d'autres t-shirts liés à la pop culture sur le site geekabrac.com. Le lien, encore une fois, sera dans la description. C'est des mecs hyper sympas, c'est un tout petit commerce pas loin de Strasbourg. Et plutôt qu'acheter sur Amazon, allez chez eux, honnêtement, vous ferez vivre des jeunes mecs qui essayent de se lancer dans ce milieu-là. Et franchement, ils sont hyper cool et j'aime beaucoup pouvoir les mettre un peu en avant comme ça. Je ne gagne aucun argent en disant ça, ils m'envoient des t-shirts, je parle d'eux, voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour Danny Boyle. Ce qui est génial, c'est que c'est un réalisateur qui est vraiment ultra riche, qui est pas si caricatural que ça, qui se renouvelle à chacun de ses films. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'il n'est pas du tout à la fin de sa carrière, il a encore beaucoup de films devant lui. Donc écoutez, je propose que dans 10 ou 15 ans, je refasse une vidéo pour parler de Danny Boyle de nouveau, réactualiser cette vidéo avec tous les films qu'il aura fait jusque-là, voir si cette vidéo est encore pertinente et voir toutes les choses qui nous restent à dire sur ce magnifique réalisateur que je vous ai présenté avec tant d'amour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. Vous avez vu, je suis dans un décor hyper sobre parce que je suis pas chez moi, c'est très austère, mais l'important c'était le fond, la forme avec tous les extraits que j'ai mis. N'hésitez pas à la partager, ça aide énormément ce type de vidéo. Je me concentre sur des contenus extrêmement riches et poussés, mais c'est important que vous les partagiez vraiment, s'il vous plaît. Évidemment, si vous voulez d'autres vidéos de cet acabit-là, abonnez-vous à cette chaîne. Et évidemment, mettez dans les commentaires quel est votre film de Danny Boyle préféré. Est-ce que vous aimez Danny Boyle? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas évoquées de Danny Boyle qui sont importantes à évoquer? Voilà, il y a énormément de choses à dire sur ce bonhomme-là. J'ai pas pu tout dire non plus, j'ai lu plusieurs bouquins. Alors, il y a Lost from Life, que j'aime pas trop. Qui est un peu un mec qui, un peu arrogant, mais que en anglais malheureusement. Et il y a aussi celui-là qui s'appelle The Ordinary Hero, écrit par Edwin Page, qui est vraiment une analyse critique film par film. Donc c'est sympa parce que vous regardez le film, vous lisez le chapitre, bon, c'est cool. Mais ça casse pas 2 pattes à un canard, ou 3, je sais plus. Et surtout, les deux s'arrêtent assez tôt, parce qu'ils s'arrêtent après l'Oscar. En fait, ils ont commencé à écrire les livres au moment où il a eu l'Oscar pour Slumdog Millionnaire, donc ils s'arrêtent. Il y en a un, c'est à 127 heures, et l'autre, il s'arrête à Slumdog Millionnaire, donc c'est quasiment les mêmes dates. Il y a aussi le cinématiseur qui est sorti ce mois-ci sur Yesterday, avec un long interview où il y a assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce mec de Danny Boyle, donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils disent dessus. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile! Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur mon Utip, regarder des pubs pour financer d'autres vidéos. Et vous pouvez aussi aller sur le Tipeee que je tiens avec David, The Film Talker,
pour notre programme humoristique Les meilleurs scénaristes d'Hollywood, où on se fout de la gueule des pires films écrits à Hollywood ces dernières années. Voilà, merci beaucoup, au revoir.